Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Je suis Laetitia, photographe spécialisée dans la capture d'images pour les entrepreneurs et dans ce podcast, j'ai envie de leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent comment ils apportent de la légèreté à leurs clients. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Hensler, coach en optimisation mentale et émotionnelle. Catherine, bonjour et bienvenue. Bonjour Laetitia, merci pour ton invitation. Merci d'avoir accepté. Alors Catherine, avant de nous parler de ton métier, j'aimerais que tu nous parles de toi. Qui es-tu en dehors de ton travail? Alors, je suis une cinquantenaire neuroatypique qui habite à Illkirch et qui travaille à Illkirch, donc au sud de Strasbourg, en Alsace. Je suis une touche-à-tout puisque pendant mes 30 années de travail, j'ai touché à différents métiers. Donc, j'étais aussi bien dans la comptabilité que dans les métiers de la banque, euh, dans les métiers du bien-être, de la communication. Je suis une véritable touche-à-tout. Du coup, finalement, tu te définis quand même un petit peu à travers ton métier. Donc, tu es passionnée finalement par ton travail et c'est quelque chose, peut-être un objectif de vie important, le travail. Ouais, ouais. On me demande souvent quels sont mes loisirs et je réponds très souvent que mon loisir, c'est mon travail. C'est un peu bizarre, hein, dit comme ça, mais pourtant, j'y trouve beaucoup de plaisir et de joie. Donc, voilà, pourquoi pas. Et puis, d'accompagner les autres, c'est un plaisir finalement. Surtout quand on a choisi ce qu'on fait. Oui, tout à fait. Je comprends totalement ce que tu dis. Je m'en Euh, doute. du coup, tu dis que tu es neuroatypique. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que ça veut dire? Alors, la neuroatypie, ça va couvrir différents champs. En ce qui me concerne, c'est le côté HPI, donc haut potentiel intellectuel, et TDAH, trouble du déficit de l'attention. Moi, je suis concernée par ces deux sujets-là, mais la neuroatypie, ça peut recouvrir d'autres choses, hein. Il y a tous les troubles voilà, dont on entend parler actuellement, les troubles 10, les troubles autistiques. Alors, je suis pas du tout une spécialiste ou une experte dans ces domaines-là, hein, pas du tout. Mais en tout cas, pour les particularités qui me concernent, j'ai envie de dire, je suis très à l'aise également quand je reçois des clients qui sont concernés par ces mêmes particularités, puisqu'en fait, on se reconnaît, on se comprend, on parle le même langage, comme j'ai l'habitude de dire. Donc voilà ce que c'est que la neuroatypie. Alors, j'ai juste envie de rebondir là-dessus. C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup justement des gens qui disent atteindre TDAH, etc. Un peu entre guillemets comme une mode. Alors, comment on est Mm. diagnostiqué réellement de... Alors, je sais pas si on dit un trouble ou de De cette ce trouble, atypie. ouais. Ouais, ouais, Ok. ouais. Alors, oui, oui, en effet, il y a des diagnostics, des bilans qui existent, qui sont faits en général par des neuropsychologues. On peut les faire enfants ou adultes. Alors, je sais plus pour les enfants à partir de quel âge, je pense que c'est pas avant 6 ans, mais voilà, information à vérifier. Mais en tout cas, ça peut effectivement se bilanter chez les enfants et chez les adultes. Et ce sont des tests, en fait, à travers des questionnaires qui vont pouvoir démontrer, valider s'il y a ou pas cette, euh, cette neuroatypie qui est présente. Alors, c'est important de préciser que le TDAH, donc trouble de l'attention et de la concentration avec ou sans hyperactivité, parce que TDAH ne veut pas forcément dire que hyperactivité, hein. On peut être TDAH sans l'hyperactivité. C'est une réalité biologique, c'est-à-dire c'est pas un trouble psychiatrique, c'est pas euh, on n'a pas un problème mental, médical ou quoi quand on est, j'ai envie de dire même TDAH. C'est vraiment une réalité biologique, c'est-à-dire qu'on a été fabriqué comme ça, avec un cerveau qui a un mode de fonctionnement qui est légèrement différent des cerveaux euh, typiques. Voilà. Mais c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas du tout un drame. Il faut pas en avoir peur. Et ça peut tout à fait être accompagné quand c'est détecté. Voilà, on peut essayer de faire en sorte de calmer en fait l'expression des troubles, parce que le problème c'est pas tant d'être ou d'avoir un TDAH, c'est surtout comment finalement les troubles vont s'exprimer chez la personne. Euh, et comment ça va, et quel retentissement ça va avoir dans la vie de tous les jours. Donc, quand on est
Quand on est enfant, ça a des retentissements à l'école, par exemple, hein, des difficultés à rester assis, à rester en place, à écouter et à écrire en même temps. Enfin voilà, ça peut prendre ces formes-là, par exemple, aussi de l'agressivité. Et donc c'est très gênant. C'est gênant pour l'enfant, c'est gênant pour sa classe. Et quand on est adulte, et ben, on peut avoir ces mêmes troubles-là qui vont s'exprimer dans notre quotidien ou au travail, voilà. Donc c'est intéressant j'entends souvent des gens qui n'osent pas se faire bilanter ou qui ne veulent pas se faire bilanter parce qu'ils ont peur qu'on les mette dans une case. Mon point de vue là-dessus, c'est surtout de dire, si on sent le besoin de comprendre son mode de fonctionnement et de vérifier si oui ou non on est concerné par cette, atypie, c'est préférable d'aller faire un bilan parce que finalement, ça va permettre d'expliquer beaucoup de choses, de mieux se comprendre soi-même. Quand il s'agit d'enfants, ça permet de leur expliquer leur mode de fonctionnement et donc de dédramatiser pas mal de choses et de pouvoir mettre ensuite en place, l'accompagnement, le plus pertinent possible. Merci pour toutes ces informations. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement, vaut mieux aller consulter si on a un doute pour savoir vraiment si on Oui. l'est ou pas. Oui, oui, tout à fait. Et alors, je précise une chose, c'est que alors je sais plus la proportion tout à fait exacte, mais entre 70 et 80% des cas, le TDAH est héréditaire. Donc, en général, quand un enfant a un TDAH, c'est qu'au moins un des deux parents l'a. Et c'est très courant en ce moment de se rendre compte que des adultes, en fait, découvrent leur propre TDAH parce qu'ils sont allés faire bilanter leur enfant et que finalement, ils en déduisent, ils se rendent compte que eux aussi sont concernés. Donc, c'est héréditaire, hein. Ok, très intéressant. Merci pour Mm. toutes ces informations. Voilà, Alors je t'en maintenant, prie. justement, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Oui, alors moi je fais plusieurs choses, mais donc mon métier principal c'est d'être coach en optimisation mentale et émotionnelle. Alors en gros, je fais quoi? J'accompagne, les personnes qui le souhaitent, hem, grâce à une technique qui s'appelle le neurofeedback dynamique. Alors qu'est-ce que c'est que le neurofeedback dynamique? C'est en fait une technique d'entraînement cérébral qui vient des États-Unis et du Canada, qui, a vu le jour, début des années 2000, donc ça date pas d'hier, hein, ça a plus de 20 ans quand même. Et c'est une technique en fait qui permet au cerveau de s'autoréguler et de réguler tout le système nerveux central. Alors les applications sont extrêmement vastes puisque, à partir du moment en fait où on permet à son cerveau de s'optimiser, eh bien les résultats qu'on va pouvoir obtenir vont être vraiment fonction des besoins de la personne. Je m'explique. Si je reviens sur l'histoire des troubles dont on a parlé tout à l'heure, pardon, troubles de la concentration, ben, grâce au neurofeedback, on peut vraiment apporter un confort et une amélioration dans l'expression des troubles de la concentration. C'est-à-dire qu'à force d'entraînement cérébral, grâce aux séances de neurofeedback, on va pouvoir observer une diminution du manque de concentration. Alors, on ne va pas l'enlever, hein, soyons clairs, hein, c'est pas magique, mais on peut vraiment améliorer euh, très, très, très efficacement en fait le quotidien des personnes. Donc ça peut avoir un effet sur la concentration, sur l'impulsivité, par exemple. Ça peut avoir, ça agit énormément aussi sur la gestion des émotions, toutes émotions confondues. Donc on peut parler de stress, d'anxiété, mais aussi de dépression, burn-out. Plus on va mal finalement et plus le neurofeedback, les sessions d'entraînement de neurofeedback vont permettre au cerveau de se réguler et vont permettre à la personne de ressentir un mieux-être et de sortir de cet état négatif. Mais le neurofeedback, c'est pas que à regarder à travers les troubles, ça peut être aussi un formidable outil pour gagner en performance. C'est-à-dire que moi, j'accompagne par exemple des personnes qui n'ont pas spécialement de troubles, mais qui sont des sportifs de haut niveau ou des chefs d'entreprise, des magistrats, etc., et qui ont besoin de gagner en fait en efficacité professionnelle, en meilleure gestion du stress, en performance et donc, à travers le neurofeedback, arrivent aussi à trouver une réponse intéressante à leurs besoins. La magie du neurofeedback, si je puis dire, c'est que c'est pas tant
le trouble de départ ou le besoin de départ qui va amener la personne à faire du neurofeedback, c'est réellement en fait chaque personne en fonction de ses propres besoins qui va retirer bénéfice des séances de neurofeedback, puisque le système va permettre à chaque cerveau unique de s'autoréguler en fonction de ses besoins propres. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là. Alors pour moi, c'est très Ouais. clair parce qu'on en a un petit peu discuté aussi Oui, ensemble. Et justement, j'aimerais bien venir aussi sur ce petit point où tu me disais que peut-être qu'on va venir consulter parce que on a un trouble de la concentration et que c'est pas ouais. forcément ça qui va se débloquer tout de suite, mais il y a d'autres choses qui vont se débloquer qu'on n'avait même pas conscience finalement. Parce que Oui, c'est pas exact. nous qui choisissons sur quoi on va travailler, c'est vraiment le Ouais. cerveau qui va s'autoréguler tout seul, quoi. C'est exactement, c'est très intéressant de le préciser. Hem, Bien évidemment, les gens quand ils vont, venir me voir ou quand ils vont aller voir un praticien en neurofeedback, vont bien entendu, venir avec des attentes, avec des préoccupations, avec des objectifs. C'est normal, on vient pas pour, le plaisir de venir nous voir. Hem, mais malgré tout, comme c'est, le cerveau lui-même qui va décider sur quoi il veut travailler grâce au neurofeedback, on peut effectivement observer des changements sur des sujets qu'on n'avait même pas abordés ou dont la personne n'avait pas forcément conscience. Je vais prendre des exemples. Ça m'est arrivé quelquefois d'avoir des gens qui venaient me voir pour, des soucis d'anxiété ou des troubles du sommeil, ce genre de choses, et qui, au bout de quelques séances de neurofeedback, se sont rendus compte qu'une phobie avait disparu. Donc j'ai une dame, par exemple, qui tout d'un coup a réussi à accepter les araignées. Donc, alors elle n'est pas devenue copine avec les araignées, mais disons, elle avait une peur euh, abominable des araignées quand elle en voyait, elle se mettait à hurler, elle était tétanisée, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'avec quelques séances de neurofeedback, son niveau de stress, son niveau de peur et de tétanie face à la vue d'une araignée avait largement diminué. Une autre personne qui a réussi à prendre l'avion alors que ça faisait 15 ans qu'elle n'arrivait plus à mettre les pieds dans un avion par peur. Une autre personne qui a réussi à aller se baigner à aller nager dans la mer, alors qu'en fait, elle avait développé depuis quelques années une phobie de la mer, enfin de nager dans la mer. Elle nageait en piscine, mais pas dans la mer. Et là, voilà, il y a l'été dernier ou l'été d'avant, je ne sais plus quand c'était, elle a réussi à faire ça. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr qu'on vient faire des séances de neurofeedback avec des attentes précises au départ, c'est normal. Mais par contre, on ne peut pas préjuger du temps que ça va mettre pour pouvoir obtenir des résultats sur ces attentes-là en particulier. Et surtout, on peut voir bouger d'autres choses qu'on n'avait pas envisagées. Donc c'est très Alors, complet finalement. c'est très intéressant parce que donc j'ai fait quelques interviews déjà et c'est un peu ce qui ressort à chaque fois, c'est que le client ou le patient vient avec une attente spécifique et finalement on se rend compte que il y avait peut-être d'autres choses aussi à travailler et que ils repartent pas forcément avec exactement la solution qu'ils cherchaient, mais par contre ils ont une amélioration ailleurs et c'est aussi peut-être important de voir qu'on on doit pas se fixer sur un seul problème ou une seule thématique qu'on a envie de travailler. Ça peut vraiment Ouais. s'ouvrir à tout quoi. Alors en fait, oui, c'est très juste. Alors en ce qui concerne le neurofeedback, moi je constate quand même que à un moment donné, ça va aussi bouger sur les préoccupations premières de la personne. Hein. Voilà, l'idée c'est de dire vous venez pour un truc et puis vous repartez avec autre chose et en fait vous n'avez jamais atteint votre but premier. Non, non, on arrive toujours, sauf cas extrêmement exceptionnel, mais il y a toujours des résultats à tous les niveaux. C'est juste qu'on peut avoir un petit cadeau bonus en ayant en fait d'autres avantages. Et puis très souvent, c'est vrai que ce que tu disais là, c'est très juste. Les gens arrivent avec, enfin on est tous pareils, hein, moi je me considère pareil, mais on arrive tous avec en fait la face immergée de l'iceberg, ce qu'on voit le plus, ce qui nous pose problème le plus. Mais très souvent, ça c'est que l'expression première finalement de tout ce qu'il y a en dessous. Et l'idée, grâce au neurofeedback notamment, et à l'association avec d'autres pratiques, c'est d'aller débunker quelque part toute la face immergée, enfin qui est en dessous de l'iceberg en fait.
Ouais, tout à fait. C'est ce qu'il en ressort effectivement de Mmh, chacune de mes interviews. C'est on vient pour une chose, mais finalement, cette chose-là, c'est oui, comme tu le dis, c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a d'autres choses peut-être à travailler avant qui finalement vont débloquer au final notre problématique qu'on c'est avait ça. au départ. C'est ça et j'ai envie même de préciser que moi, dans ma pratique, dans l'accompagnement des clients que j'accompagne, je ne me contente pas de ma propre pratique. Hem, Très régulièrement et bien sûr en fonction des besoins et quand c'est pertinent, je vais suggérer à mon client, peut-être hem, d'aller explorer certaines choses avec d'autres praticiens pour d'autres avec d'autres pratiques. Parce qu'en fait, c'est aussi ça l'intérêt et la pertinence du neurofeedback, c'est que c'est un système, c'est une pratique en fait qui peut pardon, se suffire à elle-même dans beaucoup de situations, mais qui parfois, quand on l'associe avec d'autres choses, ça peut avoir un effet catalyseur, un effet booster, ça peut amplifier en fait les résultats. Hem, Neurofeedback, orthophonie pour certains besoins, orthofeedback, chiropraxie ou ostéopathie pour d'autres besoins, neurofeedback, EMDR, et cetera, et cetera. Moi, bien sûr, je ne suis pas chiropracteur, praticienne EMDR, hypnothérapeute, je ne fais pas tout ça, mais je suis entourée effectivement d'une équipe pluridisciplinaire vers qui je vais pouvoir orienter les personnes, si elles le souhaitent. Encore une fois, c'est elles qui décident hein, de ce qu'elles veulent mettre en route. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que je porte une importance forte à la complémentarité des pratiques quand c'est pertinent. Et justement, tu t'es entouré de plein de personnes dans l'espace comme là, mais on en parlera juste après. Effectivement. Euh, du coup, là, on a parlé vraiment du neurofeedback. Est-ce que tu peux juste nous expliquer comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, oh, bien sûr. Donc la première fois que la personne vient me voir, on va prendre un temps suffisamment long. On va prendre, une bonne heure, parfois même un peu plus, pour, discuter, pour faire connaissance, pour que j'explique à la personne ce qu'est le neurofeedback, parce que bien souvent elles n'en ont jamais fait, elles ne connaissent pas. Donc, voilà, j'explique, je réponds à leurs questions, je les questionne aussi sur leurs attentes, sur, leur état général, enfin voilà. Et ensuite, dans un second temps, elles vont aller s'installer sur un fauteuil confortable, et je vais leur placer des capteurs sur la tête. Donc il y aura 2 capteurs au-dessus de la tête, 3 capteurs au niveau des oreilles et ces capteurs seront liés au système de neurofeedback. Pendant qu'elles sont donc assises confortablement sur le fauteuil avec les capteurs sur la tête, elles vont également écouter de la musique, une musique, de relaxation et elles vont se rendre compte que la musique, très régulièrement, va couper. Le son de la musique va couper ou va faire des accros. En réalité, c'est ces coupures de son et ces accros dans la musique qui vont agir comme des stimuli auditifs pour le cerveau. C'est ça le feedback. En fait, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces coupures de son? C'est parce qu'en fait, le système qui analyse, grâce au capteur, l'activité électrique cérébrale de la personne, dès que le système détecte une fluctuation dans son signal électrique, en fait, va couper justement cette musique ou va faire des accros dans la musique. Et ces accros agissent comme des stimuli auditifs pour informer le cerveau qu'il a quelque chose à ranger. Si je veux te donner une image, c'est un petit peu comme quand tu roules en voiture sur l'autoroute. Et puis tout d'un coup, tu sens la bande d'arrêt d'urgence à ta droite. Tu sais, quand tu passes la ligne à droite et que ça fait gré, gré, gré comme ça, là. Oui. Et là, tu te dis, oups, attention, là, je vais sortir de la route, je vais faire un accident. Donc vite, il faut que je me remette dans ma voie. En fait, c'est un peu ça. Si on veut donner une image de ce qui se passe, c'est que c'est comme si à un moment donné, le cerveau faisait une sortie de route. Alors, c'est pas joli dit comme ça, mais pour l'image, en fait, le cerveau, à un moment donné, fait une petite sortie de route. Donc, le son est coupé. Et du coup, ça alerte le cerveau, ça le met en alerte, justement, pour qu'il comprenne que, ah ben non, non, là, il y a un truc faut se remettre dans la voie. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple à expliquer, c'est un peu simpliste dit comme ça, mais pourtant, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et donc, la session dure 33 minutes. Donc, pendant 33 minutes, la personne est installée confortablement sur ce fauteuil. Elle peut même s'allonger. Elle peut même s'endormir, puisque pendant ces 33 minutes de session, il n'y a rien à faire de particulier. Le neurofeedback, c'est une technique qui ne nécessite aucun effort.
Donc ça, c'est plutôt confortable. Hem et donc la personne peut même s'endormir ou peut lire un livre si, voilà, si elle veut occuper son esprit. Hem et ce qui est important de dire aussi, c'est que le neurofeedback est non invasif. On met des capteurs sur la tête pour capter l'activité cérébrale, de la personne, mais on n'envoie rien dans la tête. Il y a pas de courant électrique ou je ne sais quoi. Il y a rien qui va dans la tête. C'est vraiment juste de l'information sortante. Ce n'est pas non plus médical et c'est pas non plus thérapeutique. Donc on soigne pas des maladies, on guérit pas des maladies. Une technique de bien-être qui vient soutenir, la personne. Alors malgré tout, il y a beaucoup de personnes malades qui font du neurofeedback parce que justement, ça les aide à passer le cap de la douleur, de l'anxiété. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui sont malades du cancer que j'accompagne en neurofeedback. On est bien d'accord que c'est pas, le neurofeedback qui va, guérir leur cancer, hein, et qui va soigner leur cancer. Donc ces personnes sont suivies médicalement et ont un traitement médical, bien entendu, pour leur maladie. Mais le neurofeedback, ça leur apporte un soutien, comme je te disais, au niveau de l'anxiété, par exemple, ça réduit fortement le niveau d'anxiété. Ça leur permet aussi de mieux gérer la douleur, pardon, hem, voire même de faire diminuer le niveau de douleur et je pense à quelqu'un notamment que je suis, et qui a un cancer et cette personne, en fait, s'est remise à manger depuis qu'elle fait du neurofeedback. C'est-à-dire qu'elle arrivait OK. plus à manger avant. La simple idée de manger lui donnait des nausées quand il devait manger, il vomissait. C'était devenu très compliqué et là, depuis qu'il fait du neurofeedback, en fait, il arrive de nouveau à s'alimenter et à retrouver du plaisir à s'alimenter. Donc voilà, ça amène vraiment un confort de vie. OK, merci pour tout ça. Justement, là, tu parles vraiment de personnes qui ont le cancer, des chefs d'entreprise et cetera. Qui doit venir enfin, qui doit ou qui peut venir, faire du neurofeedback? C'est quoi ouais, qui peut venir, Mmh. finalement? Alors, le neurofeedback, il est vraiment destiné à tout le monde, que ce soit les enfants, du nourrisson, heu, jusqu'aux papys, très âgés. J'ai Il y a même vu pas les chiens. d'âge. Ah oui, 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 les chiens, les chats, les chevaux, tous les animaux. Alors moi, je suis pas spécialisée dans les animaux, je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer sur des animaux, mais il y a effectivement en France et sans doute dans d'autres pays du monde, des praticiens neurofeedback qui sont spécialisés pour les animaux et notamment les chevaux. Donc oui, oui, c'est tout à fait juste et puis pour ce qui est des personnes, humaines, on va dire, c'est vraiment pour tout le monde, hein, les enfants, les tout petits enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, à partir du moment finalement où c'est non invasif et où il y a pas de difficultés particulières, voilà, tout le monde peut en faire. Moi, j'accompagne plutôt les adultes, et les ados. J'ai moins l'occasion d'accompagner des enfants et c'est pas forcément les voilà, les personnes qui me sollicitent sont pas forcément, pour des petits enfants, mais on pourrait tout à fait faire du neurofeedback à des enfants, oui, clairement. Donc oui, c'est accessible à tout le monde en termes, enfin là, c'est pas contre-indiqué, mais Ah non, oui. dans quelles conditions, voilà, si maintenant je me sens pas bien, typiquement, qu'est-ce qui va faire que je vais venir chez toi plutôt qu'ailleurs? Enfin, quel trouble ou je ne sais pas voilà, je sais pas quel est Alors ton alors, il y a 2 choses dans ta question. Je vais répondre à 2 choses. La première chose, c'est peut-être, qu'est-ce qui comment dire? Les raisons pour lesquelles on serait amené à vouloir faire du neurofeedback, que ce soit chez moi ou pas d'ailleurs, mais alors le pour juste un oui, petit truc, vas-y. tu as mis, quelque chose devant le micro là parce que du coup on t'entend plus bien. C'est vrai? Tu as sorti Ah, enfin on t'entend moins fort ah, OK, ou tu l'as pourtant j'ai bougé, je pas sais tout pas. OK, pardon. Non, c'est bon, Tu veux refaire? vas-y. Ah, Non, c'est bon, vas-y. donc les raisons pour lesquelles en général, on a envie de faire du neurofeedback, ça va être soit tout ce qui va être lié à des troubles, donc troubles de la concentration, troubles autistiques, hem, tous les troubles 10 aussi, voilà. Ça va être aussi, les problèmes de sommeil, problèmes d'endormissement, problèmes de réveil la nuit.
Ça peut être aussi, tout ce qui va concerner la gestion des émotions. Donc, le stress, l'anxiété, les angoisses, les peurs, les phobies, l'impulsivité, je l'ai déjà dit, mais voilà, je le redis là, le burn-out, la dépression, enfin tout ce qui touche la colère, toutes les émotions finalement qui sont négatives et qui font du mal à la personne. Hem, Quand on est en recherche de performance aussi, il y a énormément de sportifs de haut niveau à travers le monde qui font du neurofeedback parce que justement ça les aide. Ça les aide en fait à, je pense notamment aux footballeurs américains, qui beaucoup font du neurofeedback. C'est aussi beaucoup pour retenir les tactiques de jeu, par exemple. Hem, Ça a une action, je trouve que l'action première en fait du neurofeedback ça agit vraiment d'abord sur la sphère émotionnelle. C'est quasiment chez tout le monde, c'est ce qui va bouger en premier. Tout ce qui va toucher à l'aspect émotionnel. Et après, en fonction des autres besoins, j'ai envie de dire, eh ben, on va voir bouger les choses. Les personnes qui ont une dégénérescence, donc on peut penser à l'Alzheimer, on peut penser aux dégénérescences frontotemporales, par exemple, toutes les dégénérescences du cerveau. Le neurofeedback est formidable pour ces personnes parce que même si encore une fois, ça ne va pas guérir la maladie, hein, on est bien d'accord, mais on voit quand même vraiment, et moi j'en ai, hein, j'ai plusieurs personnes dans ces situations-là, on voit vraiment à quel point le neurofeedback leur fait du bien. Ça permet, on sent un L'apaisement. ralentissement. Alors, il y a un ralentissement déjà de l'évolution de la maladie. On a l'impression qu'elle avance un peu moins vite que sans ça. Il y a un apaisement clair sur toute la partie anxieuse. Les gens sont beaucoup plus détendus, retrouvent la joie de vivre, retrouvent du plaisir, retrouvent de l'entrain, de l'envie. Euh, et il y a même des améliorations en fait sur certains aspects. Avant, je parlais de collaboration neurofeedback orthophonie. Eh bien, je dis ça parce que j'ai vraiment le cas parmi les clients que j'accompagne. J'ai quelqu'un qui souffre d'une dégénérescence et son orthophoniste en fait trouve que depuis qu'il fait du neurofeedback, et ben en fait il perd pas au niveau des exercices qu'il fait avec elle. Elle se rend compte qu'il ne se dégrade pas comme, si j'ose dire, il devrait le faire malheureusement à cause de sa maladie. Donc finalement, c'est vraiment pour, tout le monde, quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment pour tout le monde et en fait, ce qui est important pour moi de faire passer comme message, je pense que s'il faut retenir une chose vraiment sur le neurofeedback, c'est surtout de comprendre que c'est une technique au service du cerveau et que chaque cerveau est différent. Chaque cerveau a ses propres besoins selon son stade de développement, selon son âge, selon ses problématiques, et que finalement, le neurofeedback, ce n'est ni plus ni moins qu'un miroir pour le cerveau, puisque le système ne dit pas au cerveau ce qu'il doit faire, il informe simplement le cerveau sur ce qu'il est en train de faire. Et c'est le cerveau lui-même, à force d'entraînement, qui va se réguler tout seul. Donc, en fait, c'est ça la magie du truc, c'est que on n'est pas en train de chercher à imposer quelque chose au cerveau de quelqu'un. C'est vraiment, on lui met simplement à disposition le moyen de se réguler par lui-même, de comprendre ce qu'il est en train de faire pour faire mieux. Et donc, à OK. partir de ce postulat, bah, finalement, tout cerveau vivant, j'ai envie de dire, peut profiter du neurofeedback. Et du coup, il peut en profiter, bah, du coup, je pense tout le temps. Donc c'est quoi, la meilleure, fréquence pour en faire? Combien de séances on doit faire pour voir des résultats et cetera? Alors, ça, c'est la fameuse question qui est toujours très compliquée pour apporter une réponse courte et précise parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Alors, en gros, ça va bien sûr dépendre de qui on est et de quoi on parle. Quand quand on parle d'enfants, de petits enfants, où la plasticité neuronale est encore à son plein potentiel, qui sont en pleine croissance, etc. Eh bien, très souvent, on se rend compte que quelques séances peuvent suffire à améliorer les choses. Moi, j'ai vu une petite fille dont l'écriture a été améliorée au bout de 3 séances, par exemple. Voilà. Euh, donc,
ça peut aller très vite. C'est en dessous de 3 à 5 séances, c'est compliqué de dire que ça va vraiment bouger. Mais encore une fois, ça dépend de quoi on parle. Des pipis au lit chez un tout petit, potentiellement, ça peut être réglé en moins de 3 séances, par exemple. Voilà. Ensuite, quand on va être plus grand, quand on va être adulte et quand on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus chroniques, si j'ose dire, bah, là, il va falloir beaucoup plus de séances. Il va falloir une régularité dans les séances. Par exemple, quelqu'un qui est insomniaque, qui a un mauvais sommeil depuis 20 ans, c'est pas a priori 3 séances de neurofeedback qui vont lui suffire. Oui, Voilà, parce que c'est plus ancré dans le cerveau, il y a plus de c'est travail à ça, faire, quoi. c'est ça. Donc en fait, et puis souvent c'est rattaché à d'autres choses, parce que le sommeil, c'est souvent l'expression de problèmes émotionnels beaucoup plus profonds. Enfin voilà, il y a peut-être encore d'autres choses qui doivent être régulées, on va dire, avant ou en même temps, etc. Donc il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qui est sûr, c'est que il faut retenir que le neurofeedback, c'est de l'entraînement cérébral. Ce mot entraînement, il a vraiment toute son importance. C'est comme au sport, hein. C'est la régularité de l'entraînement qui va permettre de conserver une bonne santé, un bon cardio, etc. Là, c'est pareil, c'est l'entraînement régulier qui va permettre d'ancrer les choses de façon durable. Et après, si je reparle des personnes qui ont soit des troubles, soit des dégénérescences, et ben ces personnes-là, évidemment, elles auraient besoin de faire du neurofeedback au long cours. Voilà, trouver le rythme qui est le leur et faire du neurofeedback au long cours, dans l'idéal. OK, parfait, merci beaucoup. Donc là, on a un peu fait le tour, du neurofeedback. J'aimerais qu'on vienne à ton parcours entrepreneur ou entrepreneurial et notamment peut-être de l'espace comme là, tu pourras nous en dire un peu plus, qui notamment, soutient, le lancement de ce podcast, pour le mois, d'octobre. Donc merci. Oui, avec plaisir. Alors, eh bien moi j'ai 49 ans. J'ai eu, comme je te le disais en introduction, une vie riche, une vie professionnelle très riche. Alors je vais pas tout raconter parce que ce serait un peu long et ce serait pas forcément très intéressant. Mais en gros, j'ai fait plein de métiers différents. Je suis issue d'une formation comptable à la base. J'ai travaillé quasiment la plus grosse partie de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le milieu bancaire, donc où j'ai eu plein de postes différents. Et je me suis réellement lancée dans l'entrepreneuriat en 2018. Donc en 2018, je quitte tout, je quitte mon travail et je me lance à la fois dans l'associatif et dans la communication parce que c'était mes deux sujets de cœur. Et puis très vite, en fait, j'ai eu envie de fédérer et d'accompagner plus orienté bien-être et développement personnel. Et donc, effectivement, en 2021, courant 2021, est née l'idée de l'espace comme là. Donc, l'espace comme là, c'est un espace pluridisciplinaire qui compte plusieurs bureaux qui sont occupés en temps partagé par des praticiens, des coachs. Ça fonctionne un peu sur le principe du coworking, mais c'est destiné plus particulièrement au métier de l'accompagnement et du bien-être. Donc, par exemple, actuellement, nous sommes, alors je n'ai plus le chiffre exact, mais on doit être une quinzaine de praticiens à occuper cet espace. Alors, tout le monde n'est pas là tous les jours de la semaine, hein. Il y a celui qui est là le lundi, celui qui est là le mardi, etc. Et donc, on est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a de l'hypnose, il y a de la sophrologie, il y a des massages, il y a donc moi-même, il y a tout ce qui est nutrition, il y a coupeur de feu, magnétiseur, il y a des personnes qui font du bilan de compétences et du coaching pro-perso. Je pense que j'oublie des choses. Je vais me faire gronder si j'oublie quelqu'un. Vous Enfin retrouverez voilà, tout sur le site internet l'espace comme là. voilà, comla.fr, comla.fr. Et puis c'est amené à bouger parce qu'effectivement, alors l'équipe est quand même relativement stable hein, depuis le début, depuis le lancement. Malgré tout, il y a parfois des nouvelles personnes qui arrivent, plus à la marge, il y en a certaines qui s'en vont. Après aussi au gré des parcours des uns et des autres. Hein.
ça peut évoluer. Voilà. Bah tiens, nouvelle arrivante depuis peu, une pratique très peu connue, iridothérapie, qui est la thérapie par la sangsue. Voilà. Donc ça J'ai fera vu les peut-être l'objet photos d'un passer. futur podcast. Alors moi, j'ai testé parce que moi, je teste tout. Je suis curieuse et j'ai besoin de comprendre toutes les pratiques de mes collègues. Et c'est assez dingue. Hein. Bon, faut juste pas être dégoûté par les sangsues. Moi, je le suis pas, donc ça m'a pas dérangé. Mais c'est assez dingue, ouais. Alors justement, c'est intéressant, ça me vient une question. C'est vrai qu'on a beaucoup finalement de praticiens, thérapeutes, bien-être, et cetera, qui, chacun finalement vante, sa pratique comme étant une pratique, qui va être très efficace. Hem, Pourquoi il y a tellement de choses qui existent? Si vraiment on avait une solution miracle, il y aurait qu'une seule, pratique, enfin on le saurait et tout le monde serait, super heureux. Alors pourquoi cette diversité de pratiques? Est-ce Alors, que tu as une réponse à ça? je peux te donner mon avis. Je sais pas si Bien c'est sûr. la réponse avec un grand L, mais mon avis sur la question. Déjà, je pense que chaque pratique a une action différente sur le corps, l'esprit, le mental, les énergies. Enfin voilà, on est plusieurs choses finalement. Hein. On est un corps physique, on est un corps astral, on est un système nerveux sympathique, parasympathique. Enfin, on est tellement de choses. Et donc, j'ai pas connaissance qu'il existe une seule chose qui s'occupe de tout, absolument tout, dans toutes les sphères qui nous représentent. Donc, c'est, je pense déjà une première piste de réponse, c'est qu'effectivement, eh bien, il y a des pratiques différentes parce que chaque pratique va agir sur certaines zones, certaines parties de l'être, on va dire. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le fait qu'il y ait plusieurs. Alors, parfois, il y a des pratiques qui vont travailler, on va dire, les mêmes éléments, hein, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de trouver la complémentarité dans les pratiques. C'est ce que moi, je prône, en fait, avec le neurofeedback et en étant tête d'un espace pluridisciplinaire, c'est que je prône vraiment la complémentarité des pratiques parce que selon les situations, je considère qu'il n'y a pas une pratique meilleure qu'une autre. Il y a la complémentarité des pratiques. Il y a peut-être un moment dans la vie où on va avoir envie de faire une pratique particulière et puis un autre moment de vie, on va avoir envie de faire une autre pratique parce que chacun avance et il faut sentir les choses au moment où on les vit. Il y a aussi, moi, je prends beaucoup en compte aussi l'envie des gens et leur sensibilité aux différentes pratiques. Je m'explique. Il y a des personnes qui n'ont pas envie qu'on les touche. Donc, c'est pas la peine d'aller leur dire de faire des massages, alors que le massage, c'est thérapeutique. Hein. Il y a certains massages qui sont vraiment thérapeutiques. Mais si tu n'as pas envie qu'on te touche, on va pas te dire d'aller faire du massage, par exemple. Si des personnes sont pas à l'aise ou ne croient pas ou n'ont pas du tout envie qu'on leur parle d'énergétique, de corps astral, d'aura, etc., on va pas les envoyer voir un énergéticien, tu vois. Alors que moi, de mon point de vue, et pour avoir fait des séances énergétiques, je considère que c'est formidable et que ça fait partie aussi de nous. Mais donc, il faut respecter les envies et les attentes de chacun. Et donc, cette complémentarité de pratiques est intéressante finalement, sous ce point de vue-là. Très bonne réponse. C'est un peu l'objectif, non, mais c'est un peu l'objectif de ce podcast parce que justement à travers, mon activité, j'ai rencontré beaucoup, de thérapeutes praticiens bien-être et c'est la question que je me suis posée et finalement la réponse que moi j'y apporte, c'est qu'on est tous différents. C'est que, justement même l'énergie de la personne en face est différente donc en fait je pense qu'à chaque contexte de vie, à chaque moment de vie, à chaque personnalité, il y a une technique qui va fonctionner, une plutôt qu'une autre, quoi. C'est ça. Et si je peux me permettre de rajouter, au-delà de la technique elle-même, il y a aussi le praticien. Oui. Parce que on peut être à l'aise avec quelqu'un, pas être à l'aise avec une autre personne, même si ces personnes font exactement le même métier. Donc ça aussi, c'est important d'en tenir compte. Tout à fait.
Merci. Du coup, par rapport revenons-en juste à l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est quand même beaucoup impacté, en tout cas par les réseaux sociaux, parce qu'on voit plein de choses, et cetera. Et il y a justement ces images de success story, que l'entrepreneuriat, c'est simple, qu'il faut se lancer, qu'on va cartonner, gagner des millions et tout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouh là là, pour moi, c'est du bullshit. Ou alors j'ai pas la bonne, ou alors j'ai pas trouvé la bonne recette. Alors, attends, je vais boire un verre d'eau parce que j'ai besoin, Pas de souci, besoin de vas-y. m'éclaircir la gorge. Alors non, l'entrepreneuriat, c'est pas simple, c'est pas facile, ça coule pas de source. Non, je pense pas. Euh, alors après, chacun va le vivre à sa façon. Moi, je considère que j'avais déjà une grande chance, c'est que j'avais quand même un bagage de connaissances et de compétences par rapport à mes métiers d'avant et par rapport à mes formations initiales qui me permettaient, a priori, de rentrer sereinement dans l'entrepreneuriat parce que j'avais une compréhension peut-être plus poussée de ce que c'était que un plan comptable, un plan de trésorerie, un business plan, voilà, faire des projections. Enfin bref, je tombais pas des nues quand on parlait de CFE ou de taxes ou de TVA ou je sais pas quoi. Voilà, donc sur ces points de vue purement, on va dire, terre à terre, j'étais très à l'aise et j'avais l'impression que parce que j'avais ces connaissances-là, ça allait être super fastoche. Ouais, alors c'est peut-être super fastoche quand je dois faire ma compta. Par contre, c'est pas super fastoche quand il faut trouver des clients, se présenter, pitcher son activité, etc. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste tenir une comptabilité, hein, on est bien d'accord. C'est tout, c'est tout le reste. Donc non, je pense que c'est pas facile de se lancer. Par contre, quand on en a vraiment envie, quand ça nous prend aux tripes, faut pas hésiter. Parce que malgré tout, malgré ce qui se passera, faut se faire confiance. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Faut pas rester seul dans son coin. Faut oser. Et, et ce que j'ai remarqué aussi, pour l'avoir vécu moi-même et pour l'entendre régulièrement dans la bouche de mes pairs, euh, le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même. C'est ça. Mon pire ennemi C'est à nous. moi, c'est moi. Et voilà, C'est ça. notre pire, c'est ça. Et donc, une fois qu'on a compris ça, alors ça règle pas le problème, hein, on est bien d'accord, mais c'est déjà bien. Parce qu'on se dit, bon, bah maintenant, en fait, on se voit toujours plus petit qu'on est, moins compétent qu'on est, moins intéressant qu'on est. Enfin bref, on se dévalorise toujours, on s'auto-sabote. Et après, on comprend pas pourquoi ça marche pas. Donc, il faut oser, il faut oser. Le neurofeedback peut aider à oser, justement. Et puis, il faut pas hésiter à s'entourer, parce que je pense que là, c'est vraiment le maître mot, en fait. Il ne pas rester seul dans son coin. Et qu'est-ce que tu conseilles pour ne pas rester seul dans son coin? Comment on fait? Alors, il y a plein de façons. Encore une fois, il faut trouver celle qui va nous convenir. Donc, il existe tout un tas de réseaux professionnels à disposition. Donc, quand on est une femme, par exemple, et qu'on démarre vraiment de zéro, il y a l'association Femmes des Territoires qui est extraordinaire, qui est en plus très facile d'accès, que ce soit facile d'accès en ligne, mais aussi financièrement, puisque je crois que leur adhésion, c'est 80 euros par an. C'est le réseau le moins cher possible. Et c'est un réseau qui est très, très dynamique, où il y a énormément de bienveillance. Et quand on démarre, je trouve que c'est un réseau qui est vraiment génial. Et après, il va y avoir d'autres réseaux. Alors bien sûr, selon l'endroit de France où les gens vont se trouver, de France ou d'ailleurs, hein, il faut regarder dans son secteur. Mais nous, ici, sur notre secteur, on a les cafés business. Moi, je fais un peu de pub pour les copains, hein, mais en même temps, voilà, c'est des vrais réseaux que je trouve hyper intéressants. Il y en a plein d'autres que je connais pas forcément. Il y a les traditionnels BNI. Hein, ça, souvent, on entend parler des BNI. Donc là, on est dans un autre niveau. Il y a un ticket d'entrée qui est beaucoup, beaucoup plus cher. Hein, c'est de l'ordre de 2000 euros par an. Voilà, mais c'est un réel réseau business. Donc, par rapport au réseau pro, il y a différentes solutions. Il faut regarder et trouver la bonne. Et ensuite, l'autre conseil, vrai conseil, c'est que plutôt que de travailler seul dans son coin, eh bien,
C'est vraiment intéressant de rejoindre un collectif. Alors moi ici, forcément, à l'espace comme là, on est un espace pluridisciplinaire, donc on voit aussi la force d'être à plusieurs, de pouvoir échanger, de pouvoir se croiser dans les couloirs, de pouvoir boire un café, parce que c'est ça aussi, hein. C'est aussi de boire le café avec le collègue. C'est pas que être toujours focus boulot, boulot, boulot. C'est de temps en temps réussir aussi à échanger avec quelqu'un qui partage les mêmes galères ou qui a peut-être déjà traverser cette galère avant et qui va pouvoir donner le petit conseil qui va bien, etc. Ça, quand on est chez soi dans sa cuisine, ben, à part discuter avec la machine à café, voilà, il se passe rien, quoi. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de créer ce lieu, parce qu'avant de créer ce lieu, j'ai travaillé pendant. Ah, t'as chouchou qui t'embête. C'est ça. Je pense qu'il trouve que c'est un peu long là. Il te dit Laetitia, stop maintenant. Enfin voilà, bref, s'entourer. Ok, merci. Alors, on va finir justement là. Le chat, on a décidé ainsi. Juste avant de partir, est-ce que si tu devais conseiller un livre à un ami, lequel ce serait? Wow. Ah, alors là, non, je suis une mauvaise conseillère de livres, moi. Attends, est-ce que j'ai le droit de sortir du champ pour te montrer le livre en question? Vas-y. Je sors du champ. Alors, beaucoup de monde le connaît peut-être. Je sais pas, vous le voyez à l'endroit ou vous le voyez à l'envers? On voit l'endroit. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, c'est ça? Oui, ouais. Alors ça, c'est vraiment la Bible. Praticien bien-être, médecine douce et compagnie ont ce livre. Ce livre, en fait, c'est comme un dictionnaire où dedans, tu retrouves qu'est-ce qui correspond symboliquement à chaque maladie ou à chaque douleur dans ton corps. Et force est de constater que c'est vraiment très, très juste. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous invite à en prendre connaissance. Très bien. Et si tu devais donner justement un petit conseil à nos auditeurs pour apporter un peu de légèreté dans leur quotidien, ce serait quoi? Oh là là. Alors sans doute arrêter de se prendre au sérieux. Arrêter de se prendre trop au sérieux. C'est-à-dire essayer d'être soi-même au maximum. Alors je donne ce conseil et puis pourtant moi j'ai des fois du mal à me l'appliquer à moi-même, hein, c'est tout le paradoxe. Mais pourtant, tiens, je vais te raconter une petite anecdote très récente. Les personnes qui me connaissent, que ce soit mes collègues, mon entourage, mes amis, etc., me disent toujours que je suis très souriante, que je suis très joyeuse, voilà, que c'est ce qui émane de moi. Je te l'ai dit tout à l'heure que tu es très rayonnante. C'est vrai, tu me l'as dit, et c'est très gentil. Et une amie qui me connaît bien, récemment m'a dit, je te reconnais pas sur tes réseaux sociaux, c'est pas toi. On ne te sent pas dans les images que... Ah, très, tu valides? Bah, ça m'intéresse. Oui. Parce que, alors moi je dis ah bon, mais je comprends pas. Moi pourtant je trouve, il y a certaines de mes photos, je les trouve super pro, elles sont très jolies et tout machin. Et elle me dit oui, elles sont très jolies, elles sont super pro, mais c'est pas toi. C'est pas, on ressent pas en fait cette énergie-là, ton côté joyeux, etc. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, le conseil que je vous donne, il faut déjà que j'essaye de me l'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que mettre plus de légèreté dans tout ce qu'on fait, ne pas chercher à plaire à tout le monde, parce que qu'on le veuille ou non, de toute façon, on ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est clair. Ça, faut essayer de sortir de cette envie-là et rester soi, parce que finalement, c'est en étant soi qu'on est heureux. Parfaite conclusion. On est très bien. C'est en étant soi qu'on est heureux. Parfait. Merci beaucoup. T'as une dernière chose à rajouter ou c'est bon, t'as dit tout ce que t'avais envie de dire dans ce podcast? Moi, j'ai juste envie de te remercier, Laetitia, et de te dire à quel point je te trouve géniale et inspirante. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis encore une fois face caméra. Moi, je t'ai vu quelque part un peu grandir, si j'ose dire, et avoir été une petite graine sur ton chemin. Et je suis très, très fière de voir tout ce que tu fais et je t'encourage à continuer parce que vraiment, 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 je pense que t'es sur la bonne voie, quoi. Bravo à toi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est toi qui m'as un peu lancée dans la photo. C'est grâce à toi que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, des belles rencontres qui apportent beaucoup. Donc oui, s'entourer, c'est super important. Merci beaucoup pour ces mots.
Alors, Avec pour te plaisir. retrouver, donc, comme la.fr et Oui, c'est sur les ça, réseaux oui et sur les réseaux sociaux. Et je mettrai et tout sur en barre de description. ouais, ça marche. Merci Laetitia. Super. Merci à toi et merci beaucoup à vous les auditeurs de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente journée.